surface de Paris, tout n'est que circulation. Piétons tous azimuts, tout va très vite. Il existe pourtant sous nos pieds des lieux où l'espace-temps se contracte et que l'on n'imagine pas. C'est le cas ici, à la gare de l'Est. Sous les voies 4 et 5 se trouve l'un de ces lieux. Ça fait longtemps que vous avez rejoint cette association? Combien d'années? Ça fait depuis l'âge de 6 ans que je viens une fois par an avec papa. Donc depuis les années 66, je viens. Et depuis les années 2010, je m'occupe maintenant d'entretenir ce réseau au sein de l'Association française des Amis du chemin de fer. Le premier mot que j'ai dit, c'était le mot train. Derrière nous, on a le bout des voies. Au-dessus, on a la salle des pas perdus, où les gens courent et de temps en temps, nous faut tomber un peu de poussière. Et ici, même si on entend les bruits là-haut, on est vraiment dans notre petit univers, dans notre cocon. Se trouver ainsi, sous la surface, est particulièrement propice à la rêverie. Et on se sent totalement déconnecté de l'extérieur. Dans les sous-sols de Paris, on trouve un certain nombre d'endroits inattendus et très différents. Ils nous font pénétrer dans un autre univers. Alors, qui sont ces gens qui fréquentent ces lieux et qu'y font-ils? Eh bien, je vais m'immerger parmi eux et partir à l'aventure. Vous me suivez? Généralement, les personnes qui fréquentent les sous-sols de la capitale sont intéressées par les traces historiques qu'on y trouve. Et il y en a beaucoup. J'ai envie de voir ça. Alors, je me rends à Cochin. Mais pas à l'hôpital, en dessous. Je vais rencontrer un spécialiste de l'étude et de l'histoire des carrières souterraines de Paris. Il s'agit de Gilles Thomas. J'y vais. On est dans un milieu dont l'atmosphère est stable depuis toujours. C'est la même température, c'est la même humidité. Et si quelqu'un écrit sur un mur ou si quelqu'un écrit quelque part sur le ciel avec une flamme d'une bougie, ça reste très longtemps, puisque là, on voit que ça a été écrit en 1783. Et la personne qui a écrit son nom, c'est un dénommé Philippe. Donc là, on a eu la chance d'avoir un ouvrier, Philippe, et juste à côté un ouvrier Germain, qui savait écrire et qui ont mis la date à laquelle ils ont écrit leur nom sur le plafond. Vous avez parlé de ciel. C'est quoi au juste? J'ai parlé de ciel parce que quand on est dans les carrières, on ne parle pas du plafond de la carrière, on parle du ciel de la carrière. Donc on fait référence à quelque chose qu'on ne voit plus quand on est sous terre. Quand on descend sous Paris, ça nous prend 2 minutes maximum, on descend de 20 mètres, et on est plus de 200 ans en arrière. On est dans le Paris du XVIIIe siècle. Vous en parlez comme d'une machine à remonter le temps. Mais vous les voyez où, ces traces historiques? On a des numéros de rue. Les numéros de rue n'apparaissent qu'à partir de 1779 et on les grave tout de suite en dessous. On voit apparaître l'interdiction de la religion en 1794. On voit apparaître l'apparition du système métrique en 1795. L'apparition du calendrier républicain à partir de 1792. Donc on voit apparaître plein de choses dans les carrières qui sont liées à la Révolution française et qui sont toujours visibles et lisibles parce que ça a été gravé au XVIIIe siècle. Et au début des années 80, il y a 2 choses qui apparaissent, qui sont la photocopieuse. Les plans pouvaient être multipliés sans arrêt. Ça a augmenté la fréquentation. Et manque de chance, en même temps, dans les années 80, est apparue la bombe de peinture. Les personnes se sont mises à peindre partout, à faire des flèches, à faire plein de... Des flèches, il y en avait avant au crayon, des fois avec un pinceau, mais avec une bombe de peinture, les gens se sont mis à recouvrir les murs de peinture. En fait, des gens qui descendent dans les carrières, ce n'est pas un phénomène récent.
Il y en a toujours eu. Elles ont toujours été fréquentées. Il y a un service des carrières qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle, le 4 avril 1777, pour rechercher les carrières et pour consolider ce qui avait été construit au-dessus, parce qu'on ne savait pas qu'on avait construit sur du vide. Ça, c'est en avril 1777. À peine un mois après, on a trouvé dans les archives une lettre qui dit que nous avons des individus qui viennent les nuits et les jours de fête dans nos carrières, ils nous débouchent les puits. Ça veut dire que dès le mois de mai qui a suivi la création du service des carrières, on prenait conscience qu'il y avait des personnes qui circulaient sous terre alors qu'ils n'avaient rien à y faire. À l'Institut national des jeunes sourds, il est arrivé une fois qu'un jeune en provoque un autre en lui disant « Tu serais capable, toi, de descendre dans les catacombes ?»« Ben oui, je peux. »« Ben alors vas-y. » Il est descendu, il s'est perdu, mais il a pleurniché. C'est les pompiers qui sont allés le chercher. Et ça s'est passé à l'Institut national des jeunes sourds, tout près d'ici. C'est fort possible parce qu'il y a un puits à échelon qui est juste à l'angle de la rue de la Baie de l'Épée et de la rue Saint-Jacques. Donc ça, c'est le puits qui est le plus proche de la rue de la Baie de l'Épée. Il n'y a aucune raison que des sourds ne soient pas descendus dans les carrières. Dans les carrières, quand on y circule, on rencontre la population de la surface. On rencontre des gardiens d'immeubles, on rencontre des PDG de grandes sociétés, on peut rencontrer le PDG de Free, on rencontre toutes sortes de personnes, des personnes qui ont des diplômes, qui n'ont pas de diplôme, des ouvriers, des ingénieurs, on rencontre tout le monde. Ici, je suis encore sous la surface, tout près du centre Pompidou. Je suis à l'IRCAM, un lieu spécialisé dans l'étude du son. Allons voir. Incroyable! Ce dispositif est pourvu d'un mécanisme qui reproduit une bouche. Ce sont ces petits éléments tout mous qui, remplis d'eau, font office de lèvres. Ce dispositif s'appelle le robot-bouche. L'objectif de ce robot-bouche est d'étudier l'interconnexion entre le souffle du musicien et la musique produite par l'instrument. Qui sont les personnes qui travaillent ici? Des chercheurs, des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens, mais aussi des mécaniciens, qui collaborent avec des musiciens et des artistes. Et tous ces spécialistes réfléchissent ensemble pour créer des outils qui étudient le son et le transforment en modèles mathématiques et physiques. Là, je suis dans une pièce qui s'appelle la chambre sourde. D'habitude, le son se propage. On dit qu'il se réverbère. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'écho. Les ondes sonores s'interrompent. Si je fais une note et puis je vais la figer à l'écran pour vous l'expliquer. Ah. Donc là, je l'ai figé. Toutes ces composantes, donc tout ce motif-là, c'est ce qu'est le contenu d'un son quand il est riche. Ça veut dire que ça restitue l'émotion de la personne, son intonation? L'émotion, ça va être plutôt dans les mouvements.
Donc ça, c'est le mouvement à travers lequel on peut être expressif, par exemple. À qui est destinée cette application? Qui l'utilise? On a pensé spécialement aux musiciens qui doivent contrôler la hauteur de leurs notes. Le musicien d'un instrument avant, avec la façon dont il va pincer l'anche ou contrôler ses lèvres pour un cuivre, crée la hauteur de sa note. Et ce logiciel est en fait assez précis pour l'aider dans cette tâche. Ça peut leur permettre soit de progresser, soit d'affiner, ou d'affiner aussi l'écoute. C'est quand même précis. J'imagine que ça aiderait un sourd qui voudrait jouer du piano ou du trombone. C'est visuel. Ces locaux souterrains de l'IRCAM sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les chercheurs peuvent venir y travailler à n'importe quelle heure. Alors, est-ce le voisinage de Beaubourg, au lieu de l'art, qui stimule l'inventivité et la créativité? Je pense que oui. Juste au-dessus de moi se trouve la Grande Galerie de l'Évolution, très fréquentée par des milliers de visiteurs. Je suis donc juste en dessous, parce qu'ici, dans le silence, se trouve la zoothèque. Le lieu n'est pas public, mais je vais m'y faufiler pour voir ce qui... Oh là là, Eh oui, il y a beaucoup de choses ici. ça fait quelque chose, hein. Ce que je me demande, c'est tous ces animaux qui sont naturalisés, ils ont été étudiés. Alors pourquoi les garder? On les a gardés d'abord pour pouvoir les comparer avec d'autres et puis pouvoir dire ah bah tiens ça c'est le même ou c'est pas le même et puis c'est comme ça qu'on a finalement décrit toutes les espèces. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe et que les outils vont être plus précis, on va inventer le microscope, on va inventer tout un tas de choses. Et aujourd'hui, la science, c'est une science qui ne se voit plus, puisqu'on regarde à l'intérieur de la cellule même et à l'intérieur de ses constituants. On a donc une approche qui est moléculaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a la nécessité de les conserver, un peu comme des archives du vivant. En tout, vous conservez combien d'espèces d'animaux? À l'intérieur de ce bâtiment, il n'y a évidemment pas que des mammifères, il y a des oiseaux, il y a d'autres organismes qui sont conservés ici. Et aujourd'hui, leur nombre est à peu près de 6 millions. 6 millions parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont grosses comme ça seulement. Alors voici un lémurien qui est très particulier parce que ça, c'est la personne qui nous l'a donné, Joséphine de Beauharnais. Autrement dit, ce lémurien est très vieux. Il a été capturé en 1802 ou 1803 et il est arrivé en France en 1804. Cette femelle rejoint la ménagerie de la Malmaison et il y a eu un incendie dans la ménagerie
L'époux de Joséphine, qui n'était autre que Napoléon Ier, lui a demandé de choisir entre les animaux vivants et puis un autre de ses intérêts qui était la roseraie. Et donc Joséphine a été obligée de choisir et elle a choisi la roseraie. Voir tout ça, c'est très émouvant. Parce que tous ces animaux ont eu une vie en lien avec des humains ou dans des environnements que je ne connais pas du tout. Au-delà de l'aspect instructif, je n'aurais jamais pensé faire une telle expérience. Vous avez fait le choix de travailler ici. Pourquoi ? On n'arrive pas dans un musée par hasard, et puis surtout, on n'y reste pas par hasard. Toute cette émotion, tout ce qui nous entoure, tout ce ressenti, savoir écouter la vibration aussi des collections, c'est quelque chose qui est aussi une source d'énergie, une source d'équilibre. Et je crois que du coup, toute cette force qu'on est capable de prendre finalement, elle est aussi faite pour être partagée, comme on le fait aujourd'hui par exemple. Bonjour. Vous descendez tous les jours faire des inspections ? Alors la descente dans les anciennes carrières de Paris, ça représente 5% de notre travail en fait. Nous avons beaucoup d'autres missions annexes à côté et ça va représenter 2 à 3 sorties par semaine. Vous cherchez quoi ici ? Qu'est-ce que vous contrôlez ? On patrouille et on s'assure qu'il n'y ait personne dans les sous-sols. C'est strictement interdit d'être ici, mais il y a de la fréquentation clandestine et donc on s'assure qu'il n'y en ait pas ou on essaie de la diminuer. L'objectif, c'est de diminuer la fréquentation dans les catacombes ? C'est ça ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de se blesser, de s'égarer, mais surtout de s'égarer et de se perdre. C'est ça quand même le plus dangereux, puisque les risques de blessures, il y en a, mais les blessés très graves, heureusement, c'est rare. Des petites blessures, chevilles, entorses, des choses comme ça arrive. Mais voilà, les gens qui peuvent se perdre, ça, c'est très ennuyeux. Est-ce que vous connaissez la fréquentation des catacombes, approximativement ? Alors, il y a, en gros, j'estime un noyau dur, un noyau de 400 à 500 cataphiles. Et puis ensuite, vous avez tous les touristes qui se rajoutent après. Au final, ça fait beaucoup de monde. Il peut y avoir beaucoup de monde en dessous. Alors, ici, c'est la librairie. Donc, les cataphiles laissent des livres. Voilà. Voilà, pour vous donner envie de lire. 2 ou 3 scènes psychologiques intéressantes, surtout vers la fin. Enfin, il faut commencer par la fin, donc c'est surtout la fin qui est bien. Vous ressentez quoi d'être ici, sous terre ? C'est quand même très, très particulier comme mission, donc c'est plutôt... c'est pas... Il y a un petit côté spéléo-urbaine qui fait que, oui, j'apprécie.
c'est humide. Ça sent le calcaire. Fais gaffe aux éclairages, mon petit. Toujours. Ah oui! Ça fait très bizarre de sentir les vibrations du métro qui passent juste au-dessus. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes ici? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un lieu qui est vraiment isolé du reste du monde. J'habite à Paris, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de stress. Et je travaille, la notion de temps et d'argent sont très présentes. Et c'est une manière pour moi de m'extraire de ce monde, de stress, d'argent, de temps, et de partir en vacances. Ça fait partie des lieux où on se pose moins la question « et tu fais quoi dans la vie ?» Il y a moins de... Il y a quelqu'un d'important qui s'adresse à quelqu'un de moins important, ou quelqu'un de plus riche qui s'adresse à quelqu'un de moins riche, ou qui a fait des études, qui s'adresse à quelqu'un qui n'a pas fait d'études. C'est pas le seul endroit, mais ça fait partie des endroits où il y a une sorte d'équité entre les personnes qui descendent. Parce qu'ils sont tous habillés pareil, et puis, enfin, ou presque, et puis voilà, on est plus égaux quand on descend. On sent une horizontalité dans les rapports un peu plus. Et dans les catacombes, souvent les gens entre eux se parlent de leur vie. Et c'est comme aller chez le psychologue, mais c'est gratuit. Et puis c'est plus sympa. Et ça, c'est sûrement dû au fait qu'on est sous terre, qu'il y a du silence. Et peut-être le fait d'être sous terre, quoi. C'est dans la planète Terre, peut-être. Mais dis donc, toi tu es sourd et tu descends dans les catacombes. C'est pas pour le silence. Moi je descends sous Paris parce qu'il y a des photos à prendre. Et on n'en a pas vraiment conscience. On trouve des graphes exactement comme en surface. Mais là-haut, c'est difficile à photographier. Il y a toujours des gens qui passent devant l'objectif et je ne peux pas leur dire de se pousser. Ici, c'est tranquille. Je marche, c'est calme. C'est comme un silence visuel et je fais facilement mes photos. Je ne suis pas gêné, je ne dérange personne. C'est tranquille. C'est ça que tu ressens? Oui, c'est vivant. Il y a de la vie sous Paris. Et est-ce que tu te sens obligé de faire partie de la communauté des cataphiles ou pas? Non, ce n'est pas obligé. Mais le problème, c'est que moi, je suis sourd. Et sous terre, je peux pas être seul. J'ai besoin d'être guidé par un entendant. Quand t'es sourd, tu n'entends pas ce qui se passe dans les galeries. Donc, il faut que tu rejoignes la communauté cataphile. C'est clair? Autrefois, c'était nu. Il n'y avait pas tous ces graphes. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y en a de très beaux, très originaux, très forts. Ça a commencé dans les années 80. Et puis avant, il fallait éclairer à la bougie. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a des flashs sans fil. On peut éclairer ce qu'on veut. Et avec le numérique, tu peux retravailler la photo facilement, dès lors que tu as un ordinateur. Avant, c'était de la pellicule, difficile à travailler, et à éclairer la nuit. C'était différent. On le voit bien. Ceux qui adorent descendre dans les catacombes aiment les rencontres, les échanges, le mystère. C'est une passion. Et ça, ce n'est pas nouveau. Depuis l'époque ancienne où ces galeries étaient fréquentées par les ouvriers qui extrayaient la pierre, jusqu'à aujourd'hui, l'héritage se transmet.